souffrez-vous, Tisha? Alors ça s'appelle le vitiligo, c'est une dépigmentation de la peau due à un manque de mélanine. Au début ça commence avec une toute petite tache et puis après ça progresse. Alors moi je souffre du syndrome de Gilles de la Tourette depuis 20 ans. Donc je dis en fait des mots obscènes et des gestes obscènes, sans pouvoir les contrôler. Pour moi l'albinisme, ils ont classé ça comme une maladie, mais je pense que c'est une particularité physique. Je me suis mis à bégayer en fait à l'âge de 3 ans, voilà, ce qui correspond à la séparation de mes parents. On apprend à lui faire confiance parce que finalement elle est plus forte que nous. C'est vrai, Romane, tu es plus forte que maman? Ça, c'est vrai. Ouais. Voilà. Voilà, super. Et ça, c'est... Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont des battants comme vous. Ils sont des battants car de leur cas rare pour les médecins, ils ont fait une force incroyable de vie avec beaucoup d'humour. Notre premier invité a gagné The Voice malgré son bégaiement. Tout a changé pour lui depuis. Je vous demande d'accueillir Johan Frégé. Bonjour. Content de vous rencontrer. Bonjour Johan. C'est moi. Je suis enchantée de vous voir en vrai. C'est qu'on rate pas The Voice avec ma fille. Ah bon? Ah oui, j'avais voté pour vous. Oh, ça Oui. me touche beaucoup. Non, c'est vrai en plus. Ah bah j'avais hâte de vous rencontrer. Je dis donc toujours voilà. la vérité. Donc aujourd'hui, c'est plus Johan Frégé, c'est Johan Frégé. Yes, Free J. Donc aujourd'hui, vous vivez à New York depuis The Voice. C'était en 2013, vous avez gagné. Oui. Et tout à l'heure, j'ai dit, vous avez gagné malgré votre bégaiement. C'est une phrase que vous n'aimez pas. C'est grâce. Non, c'est pas grâce à mon bégaiement, non, parce que je pense quand même. Enfin bon, avant j'avais déjà une carrière dans la musique qui n'était pas connue à la télé, mais dans la soul. Et le gospel, les gens ne savaient même pas que je bégayais. J'ai gagné beaucoup de concours avant, donc le bégaiement n'a pas joué, mais le bégaiement fait partie de moi et voilà. Mais c'est quelque chose que j'ai transcendé. Et donc non, c'est pas grâce au bégaiement que j'ai gagné, c'est grâce à ma bonne étoile et j'espère à l'amour que j'ai donné aux gens. Oh oui. Vous qui avez toujours, et vous allez nous raconter votre histoire dans quelques instants, on va accueillir aussi votre père qui va chanter avec vous, qui vous a écrit une très belle chanson parce que c'était héréditaire chez vous le bégaiement. Est-ce que depuis le succès de The Voice qui a dû encore plus vous donner confiance en vous, est-ce que vous bégayez moins? Qu'est-ce que ça a changé? Oui, c'est vrai que les gens me disent que je bégaye de moins en moins. De moins en moins? Oui. Bah, de toute façon, moi j'ai constaté, le plus je suis dans une bonne énergie, le moins mon bégaiement est là. Donc le plus de paix je sens et de joie, et le moins le bégaiement est là. Alors le public de C'est mon choix, il est toujours plein de bonne énergie. No stress, be relax. Restez calme. Yes. On va en entendre parler dans quelques instants. Allez vous asseoir, Johan. Merci. On va accueillir nos autres invités. Je le disais, ce sont des cas rares pour la médecine, mais à quel point touchant. Et ils ont transcendé ça, comme disait Johan Frégé. Voici Tisha. Tisha, bonjour. Bonjour. Quel plastique. De quoi souffrez-vous, Tisha? Alors ça s'appelle le vitiligo. Qu'est-ce que c'est? Alors le vitiligo, c'est une dépigmentation de la peau due à un manque de mélanine. Donc le corps peu à peu perd sa couleur. Et il y a 1% environ de la population mondiale qui l'a. C'est génétique, c'est héréditaire, c'est... Alors c'est au hasard. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse exacte. On sait juste que c'est peut-être lié à un choc émotionnel. Ça s'amplifie au cours du temps? Oui. Au début, ça commence avec une toute petite tache et puis après, ça progresse. Donc au fur et à mesure des années, vous allez Voilà. être toute blanche. Normalement, mais j'espère pas. Vous voulez garder quelques Je veux taches? rester comme ça, je suis bien comme ça. Vous, aimez bien, vous avez appréhendé et transcendé vos tâches en devenant mannequin et vous allez nous raconter votre histoire formidable et aider certainement d'autres personnes qui sont comme vous. Nous allons à présent accueillir Gary. Bonjour Gary. Bonjour. Ça va? Tranquille. Ça va bien.
Vous souffrez de quoi? Alors moi, je souffre du syndrome de Gilles de la Tourette depuis 20 ans. Le syndrome de Gilles de la Tourette. Donc voilà. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est quoi? Alors moi, mon syndrome s'est transformé avec les années avec des tics de copropraxie et de coprolalie. Donc je dis en fait des mots obscènes et des gestes obscènes, sans pouvoir les contrôler. Donc ces mots obscènes, vous les dites toujours? Assez souvent, oui. Assez souvent, vous ne pouvez pas vous contrôler? Je ne peux pas les contrôler. Il y en a quelques-uns avec les années que j'ai appris à soit modifier, soit bloquer. Ça demande beaucoup de concentration et c'est assez compliqué. Accueillons à présent Adrienne. Adrienne, vous êtes albinos. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est quoi et ça, Alors, vous êtes née comme ça? Bah, pour moi, l'albinisme, ils ont classé ça comme une maladie, mais je pense que c'est une particularité physique. Donc, c'est héréditaire. Donc, c'est le fait de ne pas avoir du tout de mélanine. Donc, ça touche les cheveux, la peau. La rétine. Voilà, tout. Et ce qui complique l'albinisme, c'est que c'est lié aussi à... comme ça touche les yeux, donc du coup, on a un nystagmus. Donc c'est le mouvement permanent, tout le temps, les yeux bougent à chaque fois. Et le fait aussi d'être sensible à la lumière. C'est pour ça, justement, que je suis malvoyante, parce que la plupart des personnes atteintes d'albinisme sont malvoyants. Et c'est plus ça, moi... vous gêne? Voilà, beaucoup, oui. Ça va, la lumière n'est pas trop forte? Est-ce que Non, vous voulez ça mettre va. des lunettes? Ça va. S'il y a quoi que ce soit, vous ne vous gênez pas. Vous allez, dans quelques instants, nous expliquer comment vous avez transcendé justement ce cas rare. Vous savez combien il y a d'albinos en France? Je pense qu'on doit être 20 000 à peu près. 20 000. Et vous êtes vous aussi mannequin, Aussi, comme oui. Tisha. Oui. Et vous avez fait de cette différence un atout et une force. Joanne, vous bégayez de naissance? Pas exactement. Je me suis mis à bégayer en fait à l'âge de 3 ans. Voilà, ce qui correspond à la séparation de mes parents. Comment vous avez réussi à en faire une force? En fait, j'ai réussi à en faire une force en comprenant que ce qui me définit, c'est pas ça, en fait. Ce qui me définit, c'est pas mon bégaiement. Mon bégaiement, c'est quelque chose que j'ai et que éventuellement je n'ai plus, mais c'est pas ce que je suis, en fait. Il y a ce qu'on a et ce qu'on est. Et ce que je suis, c'est autre chose. C'est un sacré travail, n'empêche. Oui, parce qu'il faut faire tout un travail de se désidentifier de certains conditionnements, de se réduire finalement. On peut se réduire par notre handicap, mais on peut se réduire par notre culture, par notre Considérez que c'est un religion, par plein de handicap? choses. Comment? Vous considérez que c'est un handicap? Oui, c'est un handicap, mais après, c'est un handicap justement qu'on peut transcender. Mais oui, je ne peux pas dire que ce n'est pas un handicap, et plus on le vit pas bien, et plus c'est un handicap. Du coup, après, quand j'ai fait The Voice, justement, j'ai été étonnée moi-même de ce qui s'est passé, que je pouvais parler devant des millions de gens, et je le vivais vraiment bien parce que je ne me concentrais pas dessus, et même si je bégayais, voilà, j'étais au-delà de ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai développé petit à petit. Tisha, vous, comment est-ce que vous avez réussi à en faire une force? Alors disons qu'à un moment, je suis arrivée à un point de non-retour, parce que j'ai été complexée plusieurs années, et j'en ai eu marre. Et un jour, je suis tombée sur un livre de développement et d'éveil personnel, où on apprenait à s'aimer, à se faire confiance. Alors un jour, je me suis levée, j'ai dit, bon allez, je ne mets plus de fond de teint et je fais comme si j'étais normale. Donc j'ai fait un petit défi de 3 jours, où pendant 3 jours, j'allais en fait à proximité de la maison, à la boulangerie, au supermarché. C'était un peu difficile au début, mais au bout des 3 jours après, finalement, j'ai vu que je survivais, surtout à mon travail, parce qu'à l'époque, je travaillais avec des enfants dans un collège. Et j'appréhendais surtout, parce qu'à l'adolescence, on n'est pas forcément très, très agréable. Et j'ai pas vraiment eu d'avis négatif. Donc ça m'a un peu confortée dans cette idée. Donc ces livres d'éveil et développement personnel m'ont beaucoup aidée. Johan, ça s'est mal passé quand vous étiez à l'école? Je dirais qu'au tout début, ça ne se passait pas forcément pas bien parce qu'on est plus petit et je pense que quand on est vraiment petit, il y a peut-être
moins de jugement, mais en grandissant, oui. Il y a eu des moqueries, des choses comme ça, surtout au moment des oraux, en fait, quand on doit se lever devant toute la classe et qu'on a toute une partie qui est en train de rigoler quand on fait de son mieux en plus. Vous avez un souvenir terrible, justement, du moment où vous devez vous lever et vous vous dites, qu'est-ce que je fais là, mon petit Johan? J'y vais, je m'en prends plein la tronche ou je reste assis? Alors, j'ai toujours eu un tempérament battant. Je sais que mes parents m'ont aidé à ça et mon père particulièrement. Donc, je me disais, voilà, je vais y aller. Et même si je dois passer à un moment qui n'est pas évident, je vais y aller, je vais me transcender. Et dans tous les cours, dès l'école primaire après, j'étais toujours un de ceux qui participait le plus, parce qu'à l'école, j'avais des très bons résultats. Et pour moi, ça aurait été frustrant de ne pas participer. Donc, au bout du compte, je m'exposais moi-même à des potentielles moqueries. Mais je faisais ça parce que j'aime apprendre, j'aime ça, et je ne voulais pas laisser le bégaiement m'écraser. Voilà. Ni le bégaiement, ni les autres. Parce qu'un jour, je crois que vous avez mis un coup de poing à une fille. Et là, cette fois, c'était, oserais-je dire, pour la bonne cause. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis bien sûr absolument pas fière de cet épisode. D'ailleurs, je me suis excusée il n'y a pas longtemps. C'est rigolo, il y a des souvenirs qui nous reviennent des fois. J'ai retrouvé cette fille sur les réseaux sociaux et je me suis excusée parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais au collège, j'ai commencé à exercer ma voix. Cette fille était une de mes amies. Et une fois, elle est venue m'écouter quand je répétais. Et elle m'a dit, de toute façon, toi, tu ne réussiras jamais avec ton bégaiement. Et quand elle m'a dit ça... Jamais dans la vie ou jamais à chanter? Tu ne réussiras jamais à être chanteur. Voilà. C'est votre truc, ça, quand vous sentez que ça dérape pas, que tout d'un coup vous chantez? Si j'ai envie, oui. C'est mignon, j'adore. Donc, vous avez répondu à cette jeune fille que... Je lui ai pas répondu, malheureusement. J'ai donc fait ce truc de lui mettre un coup de pied. Bon, elle n'en était pas, elle n'est pas allée à l'hôpital, rien. La tête qu'elle a dû faire quand elle vous a vu à The Voice. Wow. Oui, et elle était très, très touchée d'ailleurs que je l'ai recontactée pour m'excuser. Et elle était elle-même, bien sûr, désolée de ce qu'elle avait dit parce que c'est des choses qu'on dit comme ça. Mais il faut être conscient quand même de comment on utilise nos mots et de ce qu'on dit parce que des fois, on peut vraiment faire de la sorcellerie avec nos mots, en fait. Alors, il y en a un qui n'a pas fait de sorcellerie avec ses mots, mais qui vous a aidé beaucoup, c'est votre père. Il s'appelle Eric. Lui aussi est bègue. Je vous propose d'accueillir votre papa, Eric. Eric, bonjour. Vous avez, on dirait deux frères. Vous avez 55 ans, vous êtes musicien et infographiste. Tout à fait. Vous êtes marié, vous avez donc 2 enfants. Vous habitez Rodez dans l'Aveyron. Quand vous êtes bègue vous-même? Oui, enfin, plus maintenant. Quoique, c'est plus un problème, c'est plus handicapant en tout cas. Ça a dû l'être quand vous étiez petit? Disons que quand j'écoute Johan raconter son enfance, j'ai vraiment l'impression qu'on a vécu les mêmes choses, quoi. C'est vraiment du décalcomanie, quoi. Je veux dire, c'est les mêmes situations, les interrogations au tableau, c'est terrible. Là où j'ai été bon, c'était pour le chant. Par contre, on me demandait de chanter. Et le chant transcendait le bégaiement? Oui, je pense que c'est un point commun à tous les bègues. C'est un équilibre, le chant. Puis un jour, vous avez un bébé, c'est le petit Johan. Et puis un jour, à 3 ans, il se met à bégayer. Comment vous avez réagi? Ça m'est tombé dessus comme ça. Je l'ai appris par sa mère au téléphone. Vous étiez séparés, donc? On était séparés et franchement, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est pas possible. C'est de ma faute? C'est une malédiction. Non, c'est pas de ma faute parce que je pense que c'est la faute de personne de se séparer et que du coup, ça puisse créer un choc psychologique qui éventuellement mène à un traumatisme mais bon. C'était une malédiction. Oui, pour moi, c'était vous serez maudit jusqu'à la 7e génération, quoi. C'était vraiment ça, quoi. Et on en était qu'à la 2e. Bon, et finalement, je ne suis pas si mauvais phare. Je trouve que tu t'es bien rattrapé quand même, je dois le dire. Donc ça a été un choc psychologique. Votre fils a 3 ans, il bégait. Comment vous avez fait pour l'aider?
Moi, j'étais passé par là avant. Donc, du coup, on avait donné des conseils à mes parents que moi, j'avais testés. Et Quoi donc, comme conseil? comme le fait de donner le mot, par exemple. Quand il n'arrive pas à dire un mot, au lieu de le laisser s'évertuer à dire absolument ce mot-là avec cette consonne-là, hein, on est bien d'accord sur les consonnes? Oui, les consonnes, c'est ce qui, Ah, dans mon c'est bégaiement, l'enfer. bloque le plus. C'est dire le mot. Voilà, voilà, tout simplement. Quoi. Et alors, Alors, Du je coup, tiens à préciser un truc par rapport à cette histoire de dire le mot qui est très particulier par rapport au bégaiement que les gens ne peuvent pas se douter. Parce qu'en fait, quand on bégaye, on sait exactement tous les mots qu'on veut dire. Certes, Donc mais ça en sort fait, pas. quand on nous dit le mot, c'est pas qu'on nous aide à savoir qu'on ne trouve pas, c'est qu'en fait, ça nous fait un sort de soulagement psychologique. Après, il y a des gens qui, par rapport au bégaiement, réagissent bien quand on leur donne le mot et d'autres ne réagissent pas bien. Donc ça dépend aussi. Si je vous de pose la question, c'est que personne. c'est très amusant parce qu'il y a 15 ans, j'ai fait beaucoup d'émissions sur les syndromes de Gilles de la Tourette, le bégaiement également. Et à l'époque, je ne savais pas trop comment on faisait. Et mon mentor de l'époque, Jean-Luc Delarue, qui avait l'habitude, m'avait dit surtout, si tu te retrouves face à un bègue, comme la plupart des gens, tu ne vas certainement pas oser dire le mot à sa place, mais pourtant il faut le dire. Et c'est vrai que là, vous m'autorisez à le dire. Et c'est vrai que là, j'avais oublié s'il fallait que je dise le mot ou pas. Donc vous m'y autorisez. Et ça, c'est un bon truc pour les gens qui fréquentent des gens bègues. Vous pouvez dire le mot et ça ne les choquera pas. Ça les aide au contraire. Relax. Et puis pour les personnes qui ont le bégaiement, accepter d'être aidées, en fait. Moi, je rajouterais aussi que l'avantage aussi, c'est que ça crée de l'empathie. On voit qu'on a en face de soi quelqu'un qui comprend dans quelle situation on est. Alors comprendre, et qui c'est compatit. bien. Aider, c'est mieux. Vous allez peut-être pouvoir aider Alexandre qui lui a du mal à accepter son bégaiement. Merci de l'accueillir. Alexandre, vous avez 29 ans. C'est ça. Alors vous faites un métier incroyable parce que vous êtes commercial dans l'alimentaire, Employé commercial, ouais. malgré Depuis 2 ans. votre bégaiement. Malgré, ouais. Vous êtes marié, vous avez 2 filles de 4 ans et 9 mois à Neux-les-Mines, dans le Pas-de-Calais. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous à assumer? Aujourd'hui, pour moi, c'est le regard. Les regards? Ouais, pour moi, que ce soit au travail, à la vie privée. Qu'est-ce que vous avez l'accent de Marseille alors que vous êtes un ch'timi? À l'origine, je suis du Sud. Ah, c'est ça. Je suis Les venu- Marseillais dans le Schnorr. Non, à la base, moi, je suis de Castres. Ah bah Castres, ah bah oui, mais c'est Je plus. suis monté dans le Nord à Paramour. Donc, Donc c'est difficile le regard des autres quand vous bégayez? ouais, souvent, ouais, parce que quand on commence à dire quelque chose et qu'on s'aperçoit que la personne elle ne comprend pas, là, comme il le disait tout à l'heure, voilà, il peut y avoir des regards, des gens qui froissent le sourcil, se dire mais qu'est-ce qu'il dit lui et parfois ça peut être vraiment blessant, voire choquant. Quoi. On se dit je suis incompris et Ça doit être rageant, hein, parce que c'est comme disait Johan, hein, on a le mot sur le bout de la langue, c'est le cas de le dire, on le connaît, Ah ouais. et puis ça sort pas. On doit s'en vouloir, on doit être en colère contre soi. des fois, ouais, au début, c'est vrai que moi, quand on finissait mes phrases, pour moi, voilà, c'était toujours frustrant. Et je me disais, la personne, elle veut finir mes phrases, c'est parce qu'elle n'a pas le temps de m'écouter, voilà, elle ne veut pas faire le... Mais bon, maintenant, ça va un petit peu mieux. Quoi. Après, vous avez compris, comme a dit Johan, que finalement, c'était mieux. Ouais, disons que je l'ai écouté parler tout à l'heure, et c'est vrai que pour moi, je le connaissais pas avant, j'avoue, mais pour moi, c'est devenu un exemple, quoi, parce que je pensais pas qu'on pouvait réussir, comme il a fait avec The Voice, etc., en étant bec, quoi. Je me suis dit, en fait, c'est possible. Vous n'avez pas bégayé du tout, là. Hein. Non, parce que j'arrive à contrôler le bégaiement maintenant. Mais vachement bien, en plus. Hein. On va dire que j'ai appris à le contrôler il y a... Ouais, ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant. C'est pas fatigant? Si, à la fin de la journée, parfois, on se sent très fatigué, ouais. C'est... Détendez-vous. Hein. Si vous Ah oui, bégayez, je suis c'est pas détendu. grave. Hein. Pas non plus être obligé, on peut lâcher prise un petit peu. Vous êtes marié aujourd'hui. Oui. Ça a été compliqué avec les filles? Au début, très sincèrement, ouais. Pour ne pas mentir, j'évitais d'aller draguer, ou alors quand un collègue me disait une fille est intéressée, je faisais le mec indifférent, je partais avec mes potes et pour la point barre que Et c'est comme ça que ça marche. pour moi, c'est comme là. Votre femme, vous l'avez séduite comment? En premier, je l'ai connue sur le blog, donc déjà, c'était par écrit, quoi. Et puis ensuite, quand je l'ai rencontrée, avec elle, j'ai joué à carte sur table. Elle a vu mon handicap et elle m'a tout de suite accepté. Ça, c'est super. Et vous avez deux filles aujourd'hui C'est ça. de 4 ans et 9 mois. Est-ce qu'elles bégayent aussi ou pas?
Non, j'ai juste ma plus grande qui va avoir 5 ans, qui a eu un léger retard du déblocage que le déblocage, quoi. Et je l'ai amené voir une orthophoniste. J'avais peur que ça soit héréditaire, justement. Et l'orthophoniste elle m'a rassuré que c'était pas du tout une bête, que c'était juste un retard, que ça allait se remettre. Donc après, j'étais rassuré, ouais. Alors, il y a un truc extraordinaire. Moi, j'ai entendu ça tout à l'heure quand j'étais dans la loge. Votre père, Eric, a écrit une chanson. Très belle chanson. Et c'est une chanson qui veut dire quoi, en fait? Ça veut dire vraiment ça, c'est-à-dire que les mots qu'on ne peut pas dire, je ne peux pas les laisser me définir. C'est vraiment un message d'espoir. C'est pas une chanson pour dire « Ah, je suis un pauvre petit bègue et je vais jamais réussir à en placer une dans le monde actuel ». Voilà, en fin de compte, les mots qu'on ne peut pas dire, ça touche tout le monde. On n'a pas besoin d'être bègue pour ne pas savoir dire des choses essentielles et avoir des blocages. Donc, c'est plus ça, le message. C'est un tube, cette chanson. Elle est sortie? Oui, elle était sortie dans mon premier album qui était sorti en 2014. Oui, mais il y a un projet. Ah bah, écoutez, franchement, moi je l'ai écouté, vous allez voir, c'est magnifique. Et écoutez bien les paroles, Alexandre, parce qu'elles vont vous parler, je suis sûre, et puis elles parleront à tout le monde. C'est une grande leçon de gentillesse et d'humanité. Je propose qu'on l'écoute. Allez-y. Rester calme, s'effacer quand on n'a pas les mots pour vivre, quand on pense trop, on ne dit rien. Une guerre perdue, passée dans les tranchées, à écouter les mots se battre comme des soldats bien entraînés. Le temps reste suspendu à mes lèvres et nous sommes tous deux dans le même mauvais rêve. J'essaie de cracher, j'essaie de ruser, mais j'ai beau relativiser les mots qu'on ne peut pas dire, ces mots que je ne peux pas dire, ne veulent tout simplement pas sortir. Les mots qu'on ne peut pas dire, ces mots que je voudrais fuir. Je ne peux les laisser me définir. Les mots qu'on ne peut pas dire, ces mots que je ne peux pas dire, ne veulent tout simplement pas sortir. Les mots qu'on ne peut pas dire, ces mots que je voudrais fuir. Je ne peux les laisser me définir. Voilà, ça se passe de commentaires. Ça s'adresse à tout le monde parce que les mots qu'on ne peut pas dire, de temps en temps, il faut les dire à tout le monde. Parce que quand on peut dire les choses, quand on peut dire je t'aime aux gens, il faut le dire. Voilà, merci. Tisha, vous êtes donc atteinte vous de vitiligo. C'est donc une dépigmentation progressive de la peau que vous avez mal prise au début, puisque vous nous avez dit tout à l'heure au début de l'émission que vous camoufliez les taches blanches progressives sur votre corps. Oui. Et cette peau bi que vous perdiez de plus en plus. Comment est-ce que vous êtes parvenue à vous accepter? La phrase que j'utilise, c'est que mon fardeau est devenu mon cadeau. Et c'est vrai que j'aurais jamais imaginé, qu'aujourd'hui même je suis assise là, en train de parler du vitiligo d'une façon positive. Jamais je l'aurais imaginé. Et c'est vrai que pour moi, en y pensant, je regrette d'avoir perdu en fait toutes ces années. Parce qu'à quel âge vous avez eu le déclic? Je l'ai eu à 17 ans.
En fait, je l'ai eu vraiment à l'adolescence. Et d'ailleurs, les personnes qui sont atteintes de vitiligo, en général, l'ont un peu avant la majorité. Donc, c'est une période où on est aussi à l'adolescence, on se cherche, on est au lycée, voilà. Donc, le regard des autres. Et surtout, je crois que mon plus gros problème à moi a été que, comme c'est une maladie qui est très rare, je n'avais pas de visuel. Je me sentais seule au monde pendant plusieurs années. Et c'est au bout de à peu près 3 ans que j'ai pu mettre un nom là-dessus parce qu'un ami avait fait des recherches sur Internet et m'avait adressé à un centre spécialisé où là, la première fois, j'ai pu savoir que ça s'appelait le vitiligo. Donc au début, on proposait des traitements, c'était des crèmes pour arrêter la progression de la maladie. C'est une maladie qui ne touche que les... C'est que esthétique, oui. Il n'y a pas de problème esthétique santé et ça ne lié. touche que les personnes black de peau ou Pas du tout. Même les personnes de peau blanche, n'importe qui peut être vraiment atteint. C'est vraiment pas héréditaire. Et donc, au début, j'ai essayé les traitements, mais c'était vraiment très lourd parce qu'il fallait appliquer 2 crèmes 2 fois par jour, sachant que, étant que c'est une maladie qui n'est pas reconnue, donc on n'était pas remboursé, le traitement était un peu cher. Et puis, le fait de le mettre tous les jours, alors moi, j'en avais marre. Donc, j'ai dû suivre le traitement entre 4 et 6 mois. Donc, c'était très court. Et puis, j'ai laissé tomber. Donc j'ai commencé ensuite à me camoufler avec les vêtements manches longues. Donc pendant plusieurs années, ce qui est incroyable, c'est que la première fois que j'en ai parlé, il me semble que c'était en 2013 ou 2014 sur mon Facebook, où j'avais mis une photo, où là j'avais eu le courage avec un message où j'ai expliqué que j'étais atteinte du vitiligo et que j'encourageais finalement les gens qui étaient atteints d'une quelconque maladie, d'un quelconque handicap, de s'accepter. Alors, quelque part, voilà. Pardon de vous couper, mais là, vous avez un peu de recul. Oui. C'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Alors sincèrement, la veille, avant de publier la photo, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi parce que j'appréhendais les réactions des gens. J'ai très très peur. Et puis finalement, ma photo elle a été publiée plus de 20 000 fois sur plein de sites, plein de blogs. J'ai eu beaucoup de soutien et ça m'avait un peu encouragée. Mais à l'époque, un peu avant ça, parce que je reviens un peu en arrière, pendant plusieurs années, par exemple, l'été pour moi n'existait pas. Aller à la piscine, aller à la plage. Je m'interdisais de mettre les vêtements manches courtes. C'est-à-dire mes shoppings, c'était une horreur. Il fallait absolument trouver des vêtements manches longues ou alors je mettais des collants. Donc ce qui est drôle, c'est que extérieurement, les gens ne le voyaient pas parce que je ne le montrais pas. Mais intérieurement, moi, je le vivais très mal. Et il n'y avait que mes amis, donc proches, qui le savaient. Donc quand j'ai publié cette photo, c'était le grand choc parce que des amis qui m'avaient en contact depuis des années ont été surpris parce qu'ils n'avaient jamais, justement... C'était la grosse surprise. Alors, il y a environ 1 million de personnes en France qui sont touchées par le vitiligo. Comment, tout d'un coup, vous avez réussi à transcender ça en faisant de votre corps, finalement, votre métier? Alors, si vous voulez, à 17 ans à l'époque, je voulais déjà commencer le mannequinat quand ma maladie a commencé. Et quand j'ai commencé un peu l'acceptation, alors est apparu à la télé donc un mannequin international reconnu, Winnie Harlow, qui a exactement la même chose que moi, donc le vitiligo, et qui a été égérie de plusieurs grandes marques. Et d'ailleurs, ça a été le choc parce que c'est la première fois que je voyais quelqu'un en fait qui l'avait. Donc je me suis dit finalement, je suis pas seule au monde, et d'autant plus qu'elle faisait le métier que moi je voulais faire. Donc je me suis dit, en fait finalement, il n'est jamais trop tard. Donc je me suis dit, je vais faire tout ce qu'il faut pour pouvoir rentrer en agence, parce que c'était la première étape, et c'est ce que j'ai fait. Les mois qui ont suivi. Et là, ça marche aussi. Alors, nous allons accueillir une autre invitée qui, elle aussi, est atteinte de vitiligo. Ça, c'est vous? Oui. Choupette. Notre prochaine invitée, elle aussi, est atteinte de la même maladie que vous, le vitiligo, dont je dis qu'il touche 1 million de personnes en France. Et contrairement à vous, elle le vit très mal. Vous allez certainement pouvoir l'aider. Je vous propose d'accueillir Stella. Stella, bonjour, vous avez 20 ans, vous préparez le concours pour être aide-soignante, vous vivez en couple à Marseille. Oui. Vous êtes atteinte du vitiligo aussi? Oui. Alors vous, ça ne se voit pas? Non, c'est ça, j'ai de la chance d'être très blanche de peau, donc sur le visage, je le couvre complètement. Et vous êtes très très maquillée, me dit-on, sur le visage? Pour laisser aucune tache paraître, et sur les mains, je laisse parce que c'est difficile de le cacher. Et sur le reste du corps, comme je suis habillée, ça ne se voit pas. Là, les manches longues, le noir, c'est fait exprès? Non, mais c'est quasiment comme ça que je suis tout le temps habillée. À partir de quand vous vous êtes aperçue que vous étiez atteinte de cette maladie?
Alors c'est venu très jeune, vers mes 12-13 ans. Donc au début, moi, en étant jeune, je ne m'en suis pas forcément rendu compte. C'est ma maman qui s'en est rendu compte sur mes mains, quelques taches. Donc on est allé voir un dermatologue qui au début pensait que c'était un champignon. Et ensuite, en faisant les traitements, en voyant que c'était pas ça, on est allé voir un deuxième dermatologue qui, là, m'a diagnostiqué le vitiligo. Donc ma maman avait peur que ce soit ça et ça s'est révélé. Au début, je ne comprenais pas petite, j'ai laissé. Et c'est après, vers les 14-15 ans, quand ça s'est agrandi, que j'ai eu plus de mal à le vivre. C'était compliqué au collège Oui, les remarques, le regard des gens. J'ai eu beaucoup de remarques pas très sympas du tout. On me traitait de vache. Et une plus vulgaire où on me disait bah, « t'as du sperme autour de la bouche ». Ah, c'est sympa. Voilà. Que des petites remarques comme ça. Le regard aussi des gens. Parce que c'est vrai que le vitiligo n'est pas très connu. Donc on associe souvent ça à un champignon, ça peut être répugnant. Une anecdote, j'étais allée à une boutique pour trouver justement un fond de teint. Et j'avais donc montré ma main pour voir un peu la teinte qu'on pouvait avoir. Et la vendeuse me touchait comme si j'étais une pestiférée, comme si ça voilà. s'attrapait. C'est ça. Donc je lui ai dit que ça ne s'attrapait pas, mais elle était encore sur sa retenue. Aujourd'hui, vous avez 20 ans. Oui. En plus, vous êtes en couple, donc vous avez trouvé quand même l'amour. Oui, c'est lui qui m'a aidé à m'accepter un peu plus en me disant un jour je veux te voir sans couvrant. Alors au début, j'ai pas osé, il m'a dit non, maintenant je veux te voir. Et j'ai vu que son regard n'a pas changé et c'est vrai que ça m'a aidé. Avec lui, j'arrive à me laisser totalement naturelle. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour assumer totalement Le déclic, la confiance. Est-ce que le déclic, ça peut être le plateau aujourd'hui de C'est mon choix? Vous savez, on a fait des choses, en toute modestie évidemment, mais et Tisha, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Un bel exemple en tout cas, vraiment de voir qu'on peut y arriver. J'ai réussi une fois à sortir sans couvrant. C'était couvrant, sans maquillage. Voilà, c'est ça. Moi, j'appelle ça le couvrant. À l'Association française du vitiligo, qui organise une fois par an une journée pour les personnes atteintes. Et vu que je savais que tout le monde était pareil, qu'on se comprenait, j'ai réussi à me dire cette fois-ci, je reste naturelle. Tisha, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Stella? Que déjà, le fait d'être venue, c'est déjà une grande étape. Et rien que pour ça, déjà, tu peux être fière de toi. Merci. J'espère que tout au long de l'émission, il va se passer des choses dans votre tête. Et on va passer à Gary. Gary, vous avez 26 ans. Vous êtes magasinier à Saint-Véran, dans le Rhône. Vous êtes donc atteint du syndrome Gilles de la Tourette. Pour les gens qui ne savent pas encore ce que c'est, vous avez des tics et vous avez des mots qui vous sortent tout seuls. Yeah. Et c'est souvent des gros mots. Personnellement, c'est souvent je t'encule, mais... Au début, quand on vous rencontre, donc ça peut sortir à tout moment. Est-ce que d'abord, vous arrivez à vous contrôler maintenant? Oui. Ça ne sort jamais si vous ne voulez pas? Il y en a un ou deux qui sortent, mais j'arrive à les étouffer. Néanmoins, quand vous étiez plus jeune et quand tout d'un coup, au cours d'une conversation sur tiens, il fait beau aujourd'hui, c'est quoi le jean que t'as, tout d'un coup, vous sortez, je suis désolée, mais c'est dans le dictionnaire, je t'encule. Ça surprend les gens. Et ça doit être terriblement gênant. L'avantage que j'avais, c'est qu'au début, je n'avais pas ces tics-là. Je ne disais pas d'insultes, parce que sinon, je pense que mes parents m'auraient mis des claques. Et en même temps, vous n'y pouvez rien. Oui, mais j'ai eu la chance que ça n'arrive pas tout de suite. J'avais quand même, j'étais un peu plus vieux quand j'ai eu les insultes. Mais moi, ça a vraiment commencé petit, par des sautillements dans les jambes, des haussements d'épaule. Et ça a évolué au fur et à mesure des années, en grandissant. Et puis, de plus en plus de stress et d'anxiété à l'école. Beaucoup de moqueries. Et j'ai vécu 10 ans sans savoir ce que j'avais. J'avais des tics, on disait à mes parents, il est hyperactif, c'est tout. Ah. Après, au bout de 10 ans, donc j'avais 17 ans, 18 ans, j'ai voulu m'engager à l'armée. Et c'est un neuropsychologue de l'armée qui m'a déclaré le syndrome de la Tourette. Et il m'a appris cette année que pour être diagnostiqué avec le syndrome de la Tourette, il fallait cumuler pendant 1 an des tics moteurs et verbaux. Alors Comme quoi, le service militaire, ça a du bon, hein? Ça a du bon. Enfin, ça avait. Après, c'est l'avantage que j'ai eu, c'est vraiment mettre ce un moment-là. nom sur ce que vous aviez. J'ai eu un nom sur ce que j'avais. Et donc j'ai commencé à me renseigner. J'ai retrouvé un neurologue qui m'a trouvé un traitement adapté à moi. Et
j'ai changé de classe à cette époque-là et je me suis trouvé dans une classe avec des camarades assez intelligents. compréhensifs et on était tous un peu plus vieux, on avait tous 18, 20 ans. Donc les gens comprenaient mieux. Moi-même, je m'étais renseigné, j'avais pu expliquer correctement ce syndrome. Les profs qui me connaissaient déjà d'avant avaient expliqué aussi à mes camarades de classe, de la nouvelle classe, ce que j'avais. Et ils m'ont beaucoup permis à l'accepter. Après, moi, je l'ai beaucoup accepté sur la dérision, à rire de moi-même. Comme je dis à mes collègues, au jour d'aujourd'hui, je dis bonjour, bonjour, je t'encule. Ils me regardent, ils font, bah non, on attend la fin de la journée quand même. L'humour et l'autodérision, ça sauve? Chacun réagit comme il veut. Moi, c'est ce qui m'a sauvé. C'est souvent le cas Moi, c'est ce qui m'a sauvé. Après, pour les personnes qui ont ce syndrome, il y a une association française du syndrome de la Tourette qui permet de se rencontrer de temps en temps, suivant les régions. Donc ça peut aussi beaucoup aider, rien qu'au niveau des démarches administratives. Vous êtes toujours célibataire? Oui. Comment ça se passe avec... Eh ben, ça se passe que j'essaye pas de trouver. Et puis, je me suis beaucoup rapproché de ma vie professionnelle avec ce syndrome. Et c'est un peu l'inconnu. Donc, après, elles sont pas très compréhensives. Après, ça se peut se comprendre aussi. Bonjour, vous allez voir après l'émission, vous allez avoir 50 000 tonnes d'appels parce que... Allez, on va accueillir notre prochaine invitée qui vient avec sa maman. Elle a du mal, elle est plus jeune que vous, elle a du mal à accepter son syndrome Gilles de la Tourette à elle. Voici Loélia et sa maman Nathalie. Bonjour à toutes les deux. Loélia, vous avez 20 ans. Vous êtes en préparation du BAFA pour être animatrice dans les colonies de vacances. Oui. Alors ça, c'est un sacré challenge. Nathalie, vous avez 44 ans, vous êtes coiffeuse. Vous êtes donc la maman de cette jeune fille qui est atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. Et c'est vous qu'on entendait taper et crier dans les coulisses tout à l'heure. Vous êtes bien speed. Tout le temps, moi j'adore la folie. Et pourtant, vous êtes complexé par ce que vous vivez, mais j'ai su que vous teniez vraiment à venir aujourd'hui sur le plateau. C'est compliqué à vivre, c'est très dur. Quand les gens te regardent comme si c'était une merde à côté de la route, et en fait, ça te crache dessus et ça te... Et en gros, ils veulent te marcher dessus et t'ignorer. Alors quand moi, je tombe en plus, je tombais avant. Donc je tombais par terre, donc je tombe toujours. En fait, tout d'un coup, vous tombez. Je m'énerve, me marche. Et du coup, personne ne va se retourner. Enfin, moi, je suis forte, hein. Je suis très forte pour ce que j'ai parce que depuis 3 ans et demi, je vis ça. Enfin, de 3 ans et demi, j'ai eu ça depuis gamine, quoi. Donc, ça vous est 20 ans et je me gère tout. Et ça a été découvert à l'âge de 17 ans? Non, de 5 ans et demi. 5 ans et demi. Et voilà. Et donc, je le vis très bien. J'essaie de le vivre bien. J'essaie de me dire positif quand c'est positif. Et voilà. Maman n'a pas l'air d'accord. Vous, Gary, c'est apparu à la suite d'un choc émotionnel, le décès de votre grand-père. Oui. Est-ce que vous, il y a eu un choc, Loélia, qui a fait que ça s'est déclenché? Je sais pas. Non, c'est une maladie neurologique. Et à 3 ans et demi, elle avait quelques tics, elle se déhanchait un petit peu. Et puis après, les tics ont évolué. Et le médecin, maman m'a dit, écoutez, allez voir un neurologue. Et c'est là où on fait le diagnostic de syndrome de Gilles de la Tourette. Comment on vit ça quand on est une maman? On culpabilise beaucoup parce que c'est nous qui portons l'enfant. Donc pendant 3 ans, dès que je parlais, je pleurais. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu de suivi psychologique, dommage. Après, on apprend à vivre avec et puis à accepter le regard des autres. Parce que bien souvent, on est jugé, on dit votre enfant est mal élevé, parce que s'il y a des injures, ou alors on va le dire verbalement, ou alors les gens vont simplement nous regarder et dire bonjour l'éducation. À qui vous faites un baiser, Loélia? Ah, petite sœur d'amour, la petite peste. C'est qui? Maïna. C'est votre sœur? Oui. Ouais. Ah, viens. Ça va? Je savais pas que vous aviez une sœur. Oui. Ah bah venez. Le plateau est à vous, ma chère Loélia.
C'est chippy avec moi. Ça a toujours été très chippy avec moi, tout le temps. T'es émue, hein? Ça l'a fait marrer pour l'instant. Elle se dit, oh là là, ma sœur, elle en a. Hein. Quand on est une maman et qu'on voit les gens pas comprendre, se poser des questions et tout, et qu'il faut toujours expliquer la même chose, toujours réexpliquer, c'est fatigant, non? Oui, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, s'il y a un regard, l'air de dire votre enfant, il m'a élevé, on a envie quand même de justifier le pourquoi. Il arrive un moment, dans la journée, on ne fait plus attention et après, on apprend à vivre avec la maladie. C'est vrai que Lolia, quand elle rentre dans un magasin et puis elle fait un cri, maintenant, ça me fait rire. Avant, j'étais pas bien, que maintenant, c'est marrant. Les gens se prennent un sursaut, on a peur et puis voilà. Voilà, super. Et ça, c'est... Là, pour que les... Lâchez-vous, libérez-vous, Lolia. Là, pour que les gens comprennent bien, vous ne le faites pas exprès. Non. Ça sort tout seul. Donc ça, c'est ce qui vous arrive dans la vie de tous les jours. Oui. C'est sûr que ça surprend. Mais après, ça surprend. Mais après, j'explique aux gens, j'essaie de prendre ça en souriant, prendre ça en rigolade et de me dire qu'il y a pire dans la vie et que, voilà, que je me dis que, voilà, même si c'est dur, voilà. Oui, mais toi, tu le prends en souriant, mais il y a des personnes qui n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas. Moi, je serais que quand ils n'acceptent pas, moi, je rentre dedans. Moi, je me revois. Je rentre dedans et je les cogne. Je suis quand même très... Ah non, parce que pour ça, moi, j'aime pas les gens qui... Je vois quelqu'un qui... Les différences, quand ils sont gros, qui sont maigres, il y a des gens qui viennent chercher des pics, j'aime pas. Moi, j'aime pas, je reste direct dedans, tu veux quoi? Il y a un souci maintenant? C'est quoi le problème? Je porte des coronets, je veux dire, c'est quoi? Non. Mais oui, c'est vrai, mais il faut faire un one-woman show, hein? Au bout d'un moment, je veux dire, les mecs ne le font pas. Certains mecs ne le font pas. Je dis, moi, ouais, ok. Moi, autant je me prends pas dans la gueule et maman, ça sera fait. Vous avez jamais pensé à faire un one-woman show? C'est quoi, ça? Vous savez... Être comique, une femme qui monte sur scène et qui en fait un spectacle, ça serait formidable. J'adore. Hein. Oui. Télé, machin, j'adore, j'aimerais tellement, mais bon. Bon, commencez par le BAFA et puis... et après on verra. Ah non, mais franchement, je pense que ça serait top sur scène. Hein. Vous avez envie de dire quelque chose, Gary? En voyant Loelia, les cris qu'elle peut avoir, je me revois 4 ans en arrière, que j'avais beaucoup de mal à les contrôler. Et la mentalité, la même. Le premier qui venait... s'il y avait un problème, oui, viens, on va s'expliquer. Bon, moi, j'ai eu l'avantage d'avoir une assez grande carrure, donc on m'a pas trop cherché quand j'étais plus jeune. Et puis, je suis pas violent. Ça sert à rien. Mais c'est vrai que c'est... Faut me chauffer les orteils, parce que je vois vraiment... Mais bon, ça, c'est à 20 ans. Après, on prend la maturité. Soit fille, garçon, moi, je m'en fous. Alors là, je dis que ça... Je peux pas, moi, je peux pas. Loelia, vous arrivez à avoir des petits copains? Oui, j'y arrive. Enfin, heureusement. Avec mon caractère, ils adorent, donc... et ma folie, et mon spiritualité. Gary, juste un conseil à donner à Loelia, qui est déjà pleine de vie, hein? Oui, elle est déjà pleine de vie, donc du coup, ça va être dur de la conseiller à ce niveau-là. Elle a déjà une grande joie de vivre et que personnellement, à 20 ans, je commençais à peine à avoir. Donc c'est une très bonne avancée par rapport au syndrome. C'est qu'elle a vraiment pris le dessus et... J'adore. Oui, donc elle a vraiment pris le dessus à l'assumer, à vivre avec et pas à vivre contre, justement, contre ce syndrome. Il faut vraiment... Je suis d'accord. Ah, le dialogue entre syndrome de la Tourette, j'adore, hein? Heureusement que je m'en retiens, parce que... Lâche-toi, tu peux te lâcher ici. Non, restez poli. Là, il y a no stress. No stress, ça va aller. No stress, respire, ça va le faire, tranquille. Tranquillou, les bilous, ça va le faire. Tranquille. À 20 ans, je commençais juste à comprendre ça et elle l'a déjà compris, elle le fait très bien, c'est de vivre avec son syndrome, l'assumer, pas suer si quelqu'un la regarde de travers, tant pis, c'est comme ça. Voilà, faut ignorer les gens qui nous regardent bizarrement, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que quand je tombe, moi, par terre, moi, en fait, je rigole les autres et je rigole. Et après, quand je dis, voilà, mais qu'est-ce que c'est cette folle-là? Je fais...
Noélia, on va revenir vers vous dans quelques instants, mais on va passer à Adrienne. Adrienne, vous avez 38 ans. Vous êtes mannequin modèle photo. Vous avez 3 enfants de 15, 12 et 10 ans. Vous habitez Versailles. Vous êtes donc albinos. Vos enfants le sont également? Non. Non. Vous viviez comment quand vous avez entendu tous les témoignages de nos invités? Est-ce que cette souffrance, quand on est jeune, vous l'avez vécue? Oui, bien sûr, oui. Moi, Déjà, moi, je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans parce que je suis originaire du Cameroun. Et mes parents, ils m'ont pas gardée, donc j'ai été abandonnée à l'âge de 5 ans. Donc, je suis arrivée ici, en France, dans une famille d'accueil. Et cette famille d'accueil-là, pareil aussi, elle ne m'a pas du tout acceptée. Donc, De quelle elle a crié? Non, c'est rien, c'est Noélia. Elle vit sa vie. Hein. Parce qu'en Afrique, on abandonne généralement les enfants albinos. L'albinisme en Afrique, comme il y a le manque d'informations, ils sont tous noirs dans la famille. Et après, ils voient une blanche, enfin un enfant blanc. Donc pour eux, c'est surgé à plein de malédictions. Voilà, de superstitions. Donc pour ma part, c'est une chance d'être ici en France. C'est une chance parce que à cause de ce que je suis devenue aujourd'hui, donc je suis devenue comme un message d'espoir pour les personnes albinos parce que maintenant, je consacre toute ma vie à donner l'information sur l'albinisme, à apporter les soins qu'il faut pour les personnes albinos. En tout cas, je fais tout pour mettre en œuvre tout ce qu'il faut dont les personnes comme moi ont besoin. Après, c'est une malchance pour moi parce que moi, je ne connais pas ce que c'est l'amour familial. J'ai jamais eu vraiment d'amour parce que j'ai grandi sans amour. Donc, du coup, le rejet, vraiment... C'est pour ça que j'aide justement les albinos. Et je comprends, en fin de compte, la plupart des personnes invités. ici, le fait d'être rejeté, le fait Votre père d'être avait différent. honte de vous. Hein. Ma famille, moi, c'est ce que je vous dis, j'ai pas grandi avec ma famille. Eux, ils n'ont pas voulu me garder à cause de ce que je suis. Aujourd'hui, vous êtes présidente de l'association internationale contre l'albinisme. Non, j'ai créé une association qui s'appelle ANIDA, donc c'est l'association nationale internationale pour la défense des albinos. Donc, ce qu'on fait, on fait des campagnes d'information, on remet des kits d'hygiène aux personnes atteintes d'albinisme, des expositions, c'est grâce à l'association un petit peu que je suis devenue mannequin parce qu'à travers l'association, on fait des shootings photos, on apprend les albinos à s'accepter comme ils sont. Alors vous allez peut-être pouvoir aider Romane qui arrive dans quelques instants. Elle n'a que 7 ans. Elle avait elle aussi très envie de venir témoigner aujourd'hui dans l'émission. Elle est accompagnée de sa maman Floriane. Pourquoi il manque un siège? Floriane, bonjour. Bonjour. Ça va, Romane? Oui. Tu as 7 ans. Oui. C'est vrai que tu avais super envie de venir à C'est mon choix. C'est toi qui as voulu venir. Hein? Ouais. Pourquoi tu voulais venir? Qu'est-ce que tu as à dire à tes petits copains, tes petits camarades? Ils sont pas cool avec toi? Oui. Et tu as envie de leur dire quoi? C'est pas parce que je suis albinos qui me laisse toujours toute seule. Tu es toute seule? Tu n'as Oui. pas de copine? Non. Pas de copain non plus? Non. Eh ben, tu vas voir, tu vas en avoir plein après. Floriane, vous avez 33 ans, vous êtes infirmière. Vous avez un fils de 5 ans et Floriane qui a 7 ans. Vous étiez très inquiète, paraît-il, dans les coulisses. Oui. Pourquoi? Parce que c'est jamais simple pour nous de parler de son albinisme. Ça l'a toujours été depuis sa naissance. Nous, ça a toujours été une grande souffrance. Un grand choc à sa naissance. C'est vrai qu'on a eu le droit à un défilé de tout le personnel à la maternité qui venait voir ce bébé rare, en fait, sans que personne nous dise pourquoi c'était si rare. On venait juste voir ce bébé rare avec des cheveux très clairs. Personne disait les cheveux blancs. Donc ça a été un gros choc pour nous à sa naissance. Comment vous avez géré cette histoire? Elle a 7 ans maintenant aujourd'hui, Romane. On l'a géré petit à petit. Encore aujourd'hui, on le gère difficilement.
On apprend à lui faire confiance parce que finalement, elle est plus forte que nous. C'est vrai, Romane, tu es plus forte que maman? Ça dépend en quoi. En caractère. Ça, c'est vrai. Ouais. Romane, je suis sûre qu'il y a plein de trucs que tu sais faire que tes copines, elles savent pas faire. Moi, je suis sûre que tu es beaucoup plus maligne qu'elle. Hein? Je le confirme. Ouais. Prenez-en de la graine, les filles. Ça va être elle la plus populaire du bahut maintenant. C'est moi qui vous le dis. Et j'ai vérifié. Floriane, qu'est-ce qui vous inquiète le plus pour l'avenir de votre fille? Nous, Vous avez l'exemple à côté d'Adrienne, qui est porte-parole présidente d'une association qui lutte contre cette maladie. Qu'est-ce que vous avez envie de lui demander? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui vous inquiète? En fait, ce qui nous inquiète, c'est qu'éventuellement des portes se ferment parce que toute petite, les médecins, en fait, dès 6 mois au départ, nous ont dit elle est malvoyante, l'école normale, il ne faudra même pas y penser. Donc c'est vrai qu'il y a de nombreuses portes qui se ferment. Et pourtant, Adrienne est mannequin. Oui, donc c'est vrai qu'elle est à l'école normale, elle est brillante, il n'y a pas de souci, mais on se pose des questions pour l'avenir. Est-ce qu'elle aura le métier qu'elle aura choisi? Est-ce qu'elle aura l'amour aussi? Est-ce qu'elle arrivera à être autonome sans nous? Tu veux faire quoi plus tard, Romane? Vétérinaire. Vétérinaire. Oh! Je suis sûre que tu vas y arriver. Et je suis sûre que tu vas super bien parler aux animaux. Ça, j'en suis sûre. Tu vas les aider beaucoup et ils vont beaucoup t'apporter. Qu'est-ce que... Adrienne, vous qui voyez cette petite fille qui est pleine de volonté, pleine de caractère, qui est visiblement supra-intelligente, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour aider finalement Adrienne? Je pense que... la chance déjà qu'elle a, elle... Romane, elle a du peps, mais c'est plus les mamans qui sont inquiètes dans ces cas-là. La chance déjà que je dis déjà qu'elle a, l'avantage qu'elle a déjà, c'est qu'elle a une mère qui l'aime déjà. Donc, à partir du moment qu'elle a déjà des parents qui l'aiment, elle n'a aucune limite. Donc toutes les possibilités pour elle sont illimitées. Donc elle pourra faire... vraiment tout ce qu'elle veut être. Elle aura un mari, des enfants, tout. On peut être différent dans la société d'aujourd'hui et réussir? Bien sûr. Le seul cadre qui est pour elle qui est le plus important, c'est d'avoir des parents qui l'aiment. Tout le reste, c'est superficiel. Et pour être très pragmatique, quand on a des enfants différents, quelle que soit la différence qu'ils peuvent avoir, est-ce qu'il faut les garder dans un cadre scolaire normal avec les autres, ou est-ce qu'il faut essayer de trouver des cadres où ils sont plus adaptés? Elle, c'est mieux si elle peut aller en école scolaire normale, faut la laisser y aller, parce que maintenant il y a plein de dispositifs, il y a du matériel basse vision. Moi, j'ai travaillé à la préfecture avec tout le monde, toutes les choses que toutes les personnes normales dites on peut le faire. Après, nous, on va, selon notre handicap, on va adapter les outils de travail par rapport à notre handicap. Mais vétérinaire, tout, elle peut tout faire, tout ce qu'elle veut faire, elle pourra le faire sans aucun problème. C'est rassurant, non? Noélia, un mot pour finir? Croyez en vous, soyez restés battants et gardez le sourire à la pêche tout le temps. Johan, plein de bonnes choses pour le nouvel album que vous devez nous concocter, nous mitonner à New York. Oui. Merci pour cette très belle chanson qui m'a fait pleurer tout à l'heure et je suis sûre qu'elle va parler à tout le monde. Merci à tous nos invités. Merci au public de C'est mon choix et à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.